La passion de Yang Kuei-fei, favorite impériale, d'après les anciens textes des dynasties chinoises, par G. Soulier de Morand. Ô Chrangan, le clair soleil t'illumine dans le printemps léger. La vaporeuse verdure des saules se balance dans le vent. Devant le palais, un parfum suave monte des fleurs rosissantes, et leur arôme flottant déverse une molle lascivité à l'intérieur des tapisseries brodées. À l'intérieur des tapisseries brodées, il semblerait qu'elle soit passée, l'impératrice Fei Yen, dansant de tout son corps léger, maîtresse du palais de pourpre, harmonie de tous les siècles. Puisse notre Seigneur sacré, pendant 36 000 jours, d'année en année, de saison en saison, goûter un bonheur sans fin. Li Pao. Aussitôt l'audience terminée, quand les courtisans se sont dispersés, le Fils du ciel descend les degrés de son trône, et, renvoyant ses gardes,
suit les dalles de l'allée jusqu'au bord du lac. Une balustrade basse aux rinceaux de marbre enlonge les eaux moirées, brodées comme d'une frange par l'or des nénuphars et le rouge des lotus. Par-dessus le sentier, les saules argentés inclinent leurs rameaux pleureurs jusqu'au miroir des eaux. Des camélias sont couverts de fleurs en touffes. Çà et là, des avenues d'arbres fruitiers ouvrent leurs perspectives roses ou neigeuses. Le promeneur, avançant lentement, arrive devant un pavillon dont les boiseries et les charpentes sont peintes de couleurs éclatantes. La toiture débordante ombrage une terrasse délimitée par les colonnes de cinabre soutenant le faîtage. Entre les balustrades de la terrasse et l'eau, un massif de pivoines géantes, pourpres, rouges, roses et blanches, étale ses fleurs somptueuses. Le souverain s'arrête, se réjouissant en son cœur de la vision claire, délicate et paisible. Mais un cacatoès rose et bleu, perché près de l'entrée, l'aperçoit et crie. Il est venu! Il est venu! Aussitôt les portes s'ouvrent. Une suivante apparaît et proclame selon l'usage. Le Seigneur notre roi est arrivé. Il est déjà sur les degrés menant à la terrasse et franchit le seuil du pavillon. La suivante, souriant dans l'ombre douce, lui dit à voix basse. Elle dort, lassée par le printemps. Elle était devant son miroir, ayant à peine la force de mettre ses fards. Un loriot a préludé sous la fenêtre. Elle s'est arrêtée pour écouter le gazouillement enchanteur de l'oiseau et le sommeil l'a surprise. Surtout ne l'éveille pas. Il soulève délicatement le rideau de la chambre et respire longuement le parfum qui s'en exhale. Elle est là, les cheveux en désordre, la joue reposant sur son bras dont la forme et la fraîcheur sont également grisantes. Ses longs cils noirs tranchent sur le rose de ses joues. Une innocence enfantine détend ses traits. Il emplit ses yeux de la vision, mais le feu de ses regards brûle la pudeur de la dormeuse qui soudain s'éveille. Avant même de s'être retournée, elle s'écrie. Qui ose ainsi épier mon corps endormi? Dans le miroir alors, elle reconnaît le visiteur, et se lève d'un mouvement vif et gracieux. Oh, 10 000 années! Votre esclave est sans excuse. Mais il s'écrie avec ferveur. Au visage d'aurore que le phare n'a pas encore dissimulé, lèvres de cinabre à peine entr'ouvertes, reflets bleutés dans tes cheveux dénoués. Et, s'avançant, il l'enlace de ses bras. Oh, 10 000 années! Répète-t-elle avec une confusion à demi feinte. Oh, ma douce vision printanière, pourquoi dormir ainsi sous le soleil de midi? Brisée par la rosée de vos faveurs, je me suis sentie comme une fleur trop faible pour supporter le poids de ses pétales. Dans mon assoupissement, j'ai manqué au rite et n'ai pu faire accueil au char de sagesse. Je t'ai surprise. Pardonne-moi, et viens te reposer près de la balustrade, dans la brise légère qui nous apportera la fraîcheur des eaux. Les suivantes, appelées, achèvent rapidement la toilette de l'impératrice, nouant ses cheveux en tête de cigale avec 2 masses rondes devant le chignon élevé. Elle lui passe robe sur robe de tissus impalpables, blancs comme neige et flottant en ondes gracieuses au moindre mouvement. Les amants, enfin, sortent de la pièce et s'étendent à demi sur des coussins aux fraîches couleurs. Ils restent longtemps silencieux, goûtant le charme incomparable de l'heure. Tout à coup, le souverain se redresse, jetant un appel. Kaoliché se présente. Je veux garder à jamais le souvenir de cette rare journée. Fais venir Ranroué, dont l'habile pinceau saura fixer sur la soie les formes et les couleurs, et appelle sans retard Lipao, notre nouveau cèdre de la forêt des pinceaux, afin qu'il nous compose un poème immortel. J'obéis au décret du Fils du ciel, répond le chef des gardiens secrets, en s'inclinant. Un instant après, l'orchestre des musiciens avertis se place près de la terrasse, tandis que le chef des chanteurs, Li Kuan-yen, va lui-même à la recherche du poète. Au palais des clochettes d'or, où vivaient les illustres élus, il apprend que Li Pao s'était dirigé vers la ville, probablement vers sa taverne favorite. Le musicien prévient en hâte l'officier des gardes qui lui donne un cheval et une escorte. Il arrive au galop sur la place du marché, et, sautant de sa monture,
pénètre dans la salle. Le poète est là, en effet, clamant des poésies confuses devant une branche de pêcher en fleurs qui s'élevait d'un vase de cuivre poli. Lipao, le seigneur notre roi, vous mande au pavillon de l'engloutissement dans les parfums, dit Li Kuan-yen. Tous les buveurs, en entendant ces mots, se lèvent en signe de respect. Mais Lipao pouvait à peine ouvrir ses yeux appesantis par l'alcool. Le messager, sans attendre plus longtemps, appelle ses hommes. Ceux-ci saisissent le poète et le mettent à cheval, le soutenant de droite et de gauche. Ils partent ainsi. Quand ils arrivent au palais, Li Pao, endormi, ronfle. Ils le portent jusqu'au pavillon au bord du lac et le déposent sur la terrasse. Le fils du ciel, en apercevant la figure rouge et bouffie de sommeil du nouveau dignitaire, se met à rire. L'impératrice, compatissante, s'approche et dit « Voyez, un bouillon de poisson assaisonné est, paraît-il, excellent pour dissiper les nuages de l'ivresse. » Une suivante court. En un instant, un bol fumant est apporté sur un plateau d'or, cependant que l'on jette de l'eau froide sur la figure du dormeur. Celui-ci, s'éveillant à demi, se redresse. Il voit le souverain et parvint à s'agenouiller. Mais le maître du monde, ayant goûté le bouillon, le remue de son bâtonnet d'ivoire et le tend au poète. Celui-ci balbutie. Votre humble sujet mérite 1000 morts. Ne pouvant s'excuser, il prend le bol et le vide. À ce moment, il voit l'impératrice debout près de la balustrade. Les yeux à demi clos, elle respire le parfum d'une grande pivoine rose, pendant que la brise gonfle et fait onduler ses robes impalpables et immaculées. Une extase d'admiration illumine le visage du poète, et, comme les musiciennes jouent le prélude d'un air ancien, il balance la tête au rythme, un instant, puis, d'une voix que l'ivresse n'avait pas assourdie, il chante. Ô nuages, vous faites penser à ses robes. Ô fleurs, vous évoquez son visage. Et toi, brise amoureuse du printemps, qui égrène sur la balustrade la rosée dont les floraisons s'alourdissent. Ne l'as-tu pas aperçue déjà sur le sommet du mont Tsunyu, où demeure la déesse de la beauté? Ne l'as-tu pas rencontrée auprès de la terrasse de jaspe, séjour des fées, au moment où la lune qui donne l'amour descendait les marches de son trône pour l'accueillir? Ô branche unique, lourde de lascivité, dont le parfum s'exhale plus doux sous la rosée. Par toi, nos entrailles, déjà déchirées par l'admiration, sont anéanties par les nuages et la pluie de l'amour. Faut-il demander à qui, même dans le palais des Ran, elle peut être comparée? N'est-elle pas l'émouvante Fei Yen revenue dans un corps nouveau? Ô vous qui bouleversez l'Empire, et vous, fleur illustre, vous êtes également enchanteresse. Grâce à vous, toujours, le Seigneur notre roi gardera sur son visage le sourire du bonheur. C'est vous qui donnez l'essor aux zéphyrs amoureux du printemps, ô émotion sans limite, en vous appuyant languissamment sur la balustrade à l'ombre du pavillon de l'engloutissement des parfums. Il se tait, et l'orchestre achève ses derniers accords. Alors, le souverain, que l'admiration avait rendu silencieux, s'écrie enthousiasmé. Ô talent céleste, un immortel est descendu dans mon palais. Je veux entendre encore cette harmonie incomparable. Il se fait donner une flûte de jade et fait un signe, préludant aussitôt avec des sons si doux que les oiseaux, jaloux, s'arrêtent de chanter. Le poète récite de nouveau les 3 stances, pendant que la favorite, rosie de plaisir et d'orgueil, joue avec la pivoine géante moins fraîche que son visage. Chapitre 6. Les eaux de la rivière Roi s'étendent, sans limite, et bouillonnent en hautes vagues. Ainsi, une énergie débordante, qui ne s'épuise pas, bouillonne en bravoure et en succès. Sachant que le Seigneur a déjà porté sans faiblir le poids des hautes fonctions, aujourd'hui, sa précieuse épée lui sera rendue. Li Pao. Non loin de la porte de la paix proclamée, dans la partie orientale de la cité de Chrangan, s'élevait le palais des 5 chênes, résidence du ministre de la droite, le premier des hommes sur la terre après le Fils du ciel.
Une foule de hauts dignitaires attendait dans la salle d'audience et causait à voix basse. Dans une pièce latérale, dont les boiseries sculptées étaient laquées de verre pâle avivé d'or, le prince était assis. Ses traits raffinés rappellent ceux de sa sœur, la seconde impératrice. Mais une expression de ruse et de cupidité déshonore sa beauté. Près de lui se tient son secrétaire, Chang Xian, qui l'interroge. Qui est donc ce Ngan Luchan? Ses cadeaux semblent importants. Son affaire est donc bien grave. C'est un officier de nos armées sur les frontières du Nord. Sa mère était une barbare, des roux orientaux de Mandchourie. Quant au père, il est inconnu. L'enfant était déjà grand quand le tribunal fut écrasé par notre général, mon cousin Chang Kwe, qui adopta, on ne sait pourquoi, ce petit sauvageon. Ngan Luchan s'est d'ailleurs distingué à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Pourtant, en dernier lieu, il commandait un détachement qui a été complètement défait par l'ennemi. Son imprévoyance, selon la loi, aurait dû être punie d'une mort immédiate. Mais notre général pouvait difficilement condamner son fils adoptif. Il l'a donc remis à votre justice, accompagné de quelques présents. Hein. Avons-nous encore des affaires importantes? Non, aucune autre aujourd'hui. Dans ce cas, je jugerai ce Ngan en premier. Et le ministre, se levant, passe majestueusement dans la salle où les dignitaires se placent aussitôt sur deux rangs. Il avance lentement, saluant à droite, souriant à gauche, adressant un compliment ici, une question là, et semant sur son passage l'envie et la haine, rarement l'amour et la reconnaissance. Il dépasse enfin la double ligne des courtisans, et monte sur une estrade surélevée de 2 marches, s'asseyant derrière une table tendue de soie rouge. Le secrétaire, qui le suivait, appelle à haute voix. Faites comparaître Ngan Luchan. Alors apparaît un gros homme en vêtements ajustés, si gras que son poitrail descend au-delà de ses genoux, et que ses 2 joues semblent des sacs bien gonflés. Son casque, trop petit, est placé tout en arrière de sa tête. Ses petits yeux perçants sont à demi clos par la graisse. Il essaye en vain de donner à sa physionomie joyeuse une expression de repentir, mais n'obtient qu'une grimace comique. Le ministre et les assistants le voient. Aussitôt, un éclat de rire unanime retentit dans la salle. Cependant, il s'agenouille péniblement et dit Le coupable, Ngan Luchan, frappe la terre avec son front. Il essaye en effet de se prosterner, mais ne peut plier sa corpulence jusqu'à terre. Il se redresse enfin, la figure empourprée, suffocant. Les rires redoublent, et le ministre dit avec indulgence Relevez-vous. Mon crime mérite la mort, répète le gros homme. Expliquez donc votre faute. J'avais été envoyé avec mon détachement pour épier une horde importante des barbares Tsritan. Ceux-ci, revenant la nuit en arrière pour attaquer par surprise notre armée, se heurtèrent contre nous. Au lieu de fuir devant leur nombre, je donnai l'ordre de combattre afin de les retenir et de sauver notre camp. Dans le hasard de ce combat nocturne, je n'ai reçu que de légères blessures, alors qu'aucun de mes hommes ne restait vivant. Cependant, les barbares, craignant l'arrivée des renforts, s'enfuirent enfin vers le nord, et, au petit jour, je me trouvais seul à rejoindre notre armée. Que votre miséricorde daigne considérer les circonstances de ma faute. Je me suis laissé surprendre, il est vrai, mais j'ai sauvé notre camp d'un désastre. La loi est formelle. Un officier dont le détachement est surpris est un incapable. Il doit mourir. Le gros homme, à ces mots, ne peut s'empêcher d'éclater en sanglots. De nouveau, les rires retentissent. Le ministre le regarde, et soudain, une idée lui vient. Ce bouffon n'amuserait-il pas l'empereur? Que sais-tu faire? Tes services futurs pourraient peut-être racheter ta faute. Le coupable connaît 4 langues et 4 écritures des barbares du Nord. Dans ce cas, je solliciterai du char de miséricorde le pardon de ta faute, et ta nomination à la capitale comme traducteur. L'officier, la figure distendue par la joie, se précipite de nouveau à genoux et crie selon la mode des barbares. Je suis le chien du grand ministre. Oui, je suis son cheval. Mais déjà, Yang Kuo-chang faisait signe qu'on l'emmenât et jugeait une autre affaire. Le lendemain, il se fit suivre de Ngan Luchan en allant à l'audience du palais.
et le présenta lui-même au souverain. Celui-ci ayant souri, les rires éclatèrent. Le gros homme paraissait tout fier et joyeux de l'effet qu'il produisait. Le Fils du ciel, ayant écouté le rapport du ministre, approuve d'un signe de tête la nomination de Lu Chan. Puis, montrant du doigt la panse du nouveau traducteur, il dit: Que de choses il doit y avoir dans ce ventre pour qu'il soit si gros. Quand la gaieté est apaisée, le barbare d'un air ingénu répond: Oh, il est encore trop petit pour mon cœur loyal, empli par l'image du Seigneur des 10 000 années. Le Fils du ciel, ravi de cette phrase bien trouvée, se tourne vers son ministre et lui dit: La seconde impératrice le recevra en audience. Je suis sûr qu'elle voudra le connaître. Yang Kuo-chang, cependant, disait tout bas à Lu Chan de saluer le prince impérial qui se tenait debout près du trône. Le barbare répond à voix haute: Et pourquoi le saluerais-je? Qui est-il? L'incident avait été remarqué. Il y eut un silence anxieux devant l'insolence du traducteur. Mais le souverain, riant, lui dit: C'est celui qui vous gouvernera quand, après 1000 automnes et 10 000 années, je ne serai plus là. Oh, dans mon esprit fidèle, prononce le barbare d'un air pénétré, je ne puis pas admettre qu'un autre que vous règne un jour sur le monde. Il y eut encore des rires, mais bien des courtisans, amusés par l'apparente innocence du gros homme, se demandèrent s'il n'aurait pas un jour à compter avec sa ruse profonde. Cependant, l'audience avait pris fin, et les assistants s'étaient dispersés. Le Fils du ciel, suivi de Yang Kuo-chong et de Ngan, monte dans un char laqué de vives couleurs et s'achemine lentement vers le palais de la gloire et de la prospérité, où l'impératrice, debout au pied des marches, les reçoit. Elle avait commencé les formules rituelles de salutation, mais, au milieu d'une phrase, elle aperçoit le barbare et se met à rire si fort qu'elle en devient toute rose. Le souverain, ravi de sa gaieté, la regarde en souriant. Lu Chan, aussitôt, veut se jeter à genoux. Mais, dans sa hâte, il oublie sa corpulence et, perdant l'équilibre, roule sur le côté. Les assistants pensent étouffer de joie. L'impassible Cao Li-che lui-même rit aux larmes, tout en l'aidant à se relever. Ngan, cependant, balbutie le salut des nomades aux femmes. Vous êtes ma mère, et je suce votre lait. La phrase était bien connue à la capitale, et faisait toujours rire. La seconde impératrice, plaisantant, répond: Pour un nourrisson, tu es vraiment bienvenu. De ce jour-là, Ngan Luchan ne fut plus connu à la cour que sous le nom de nourrisson de l'impératrice. Le Fils du ciel se prêtant à ce jeu, Ngan fut souvent invité au repas intime du couple impérial. Il fut bientôt traité aussi familièrement qu'un enfant. Avec une adresse naïve et au grand scandale de la cour, il saluait toujours Bracelet de Jade la première, selon les rites du désert, où la mère est le chef de la famille.